deux pas de nous, un pays aussi inaccessible que les étoiles. Notre œil, cette fenêtre ouverte sur le monde, ne peut en soupçonner l'existence, à moins qu'il ne regarde dans une fabuleuse machine à explorer l'invisible, le microscope. Dans le jardin, un paon fait la roue. Ce spectacle fascinant, nous n'en percevons qu'une infime partie, comme une pièce de théâtre que l'on voit depuis les coulisses. Approchons-nous tout près de la scène. Chaque plume porte un dessin en forme d'œil. Plus près encore, grâce au microscope, la plume se métamorphose en un somptueux brocart aux couleurs changeantes. La plume de l'oiseau possède une propriété révolutionnaire. Lorsqu'elle se déchire, un simple lissage permet de la réparer instantanément. De chaque côté de la plume partent des séries de tiges parallèles, garnies de minuscules crochets. Grâce à eux, ces tiges s'agrippent les unes aux autres dès qu'on les rapproche. C'est le principe même de l'attache velcro. En regardant un tableau à la loupe, on peut découvrir la technique du peintre. Les ailes de papillon, ces peintures vivantes, ont aussi leurs secrets. Lorsqu'on saisit un papillon par les ailes, il laisse sur les doigts une poudre impalpable. Au microscope, chaque petit grain de poudre apparaît comme une écaille finement découpée. Sur l'aile du papillon, les écailles sont imbriquées les unes dans les autres à la manière des tuiles d'un toit, chaque écaille ayant sa couleur propre. C'est la disposition de ces minuscules touches de couleur qui détermine, comme dans un tableau pointilliste, la nuance finale des dessins. La mouche est la championne d'un sport délicat, l'escalade des vitres. Il est vrai qu'elle est pourvue d'accessoires spéciaux. Le bout de ses pattes possède de larges pelotes adhésives. Grossie 1500 fois au microscope électronique, la patte révèle son secret de fabrication. Entre les deux griffes, utiles pour les terrains accidentés, s'étale une double semelle antidérapante, garnie de rangées de poils gluants qui agissent comme de minuscules ventouses. L'acrobate déguste à présent un peu de sucre abandonné sur la table, grâce à sa trompe, une sorte de bras articulé situé sous sa tête. Le bout de cet organe est parcouru de fins canaux qui le rendent poreux comme une éponge. C'est un aspirateur à liquide. Pour avaler du sucre, la mouche dépose tout d'abord dessus une goutte de salive, puis absorbe le breuvage obtenu. Des manières de fin gourmet. Le microscope nous révèle comment fonctionnent les structures vivantes, pas seulement chez les animaux, mais aussi chez les plantes. Ce mur de briques bien jointives, c'est un pétale de tulipe. Les cellules gonflées de liquide sont empilées régulièrement. L'ensemble est très rigide, ce qui permet à la tulipe de garder un port bien droit. Mais il arrive un moment où la fleur se fane, car les cellules, trop vieilles, ne laissent plus pénétrer l'eau. On voit alors leur contenu se rétracter, laissant apparaître de dangereuses fissures. Et la belle architecture de la fleur s'écroule comme une maison en ruine.
La cueillette des orties laisse toujours des souvenirs cuisants. Mais il est difficile d'imaginer le procédé machiavélique que cette plante utilise pour éloigner les intrus. Son arme secrète ? Des milliers de poils transparents couvrant les feuilles et la tige. Voici l'un de ces poils au microscope. C'est un tube creux, coiffé à son extrémité d'un petit renflement, semblable à celui des ampoules de médicaments. L'intérieur du tube est rempli de venin. Au moindre contact, l'ampoule terminale se brise comme du verre et le liquide urticant se répand en un nuage granuleux. Et c'est le venin de dizaines de poils qui pénètre ainsi sous la peau dès qu'on effleure une ortie. Bien des astuces ont été inventées par les plantes pour échapper aux mâchoires des ruminants. Ces graminées, tendres en apparence, ont leurs feuilles bordées de minuscules dents de scie, coupantes comme des lames de rasoir. La mare, dans notre voyage à travers le monde microscopique, c'est un véritable océan. Et les pêches y sont miraculeuses. Il va nous falloir plusieurs jours pour explorer toutes les richesses de ce simple bocal. Notre engin d'observation est équipé d'un dispositif d'éclairage spécial qui donne aux organismes les plus transparents de très beaux contrastes colorés. On peut ainsi les admirer vivants, tandis que les colorants chimiques les tueraient immédiatement. Une seule goutte d'eau déposée sur une lame de verre et observée au microscope devient comme une planète miniature, tellement elle regorge de vie. Nous sommes en mai. C'est l'explosion de la vie dans la mare. Des algues microscopiques bourrées de chlorophylle pullulent, bousculées par d'étranges animaux qui se propulsent à toute vitesse. Ce petit robot mixeur d'eau douce ne dépasse pas un demi-millimètre de long. Ses couronnes de cils battent l'eau comme des roues, c'est pourquoi on l'appelle rotifère. Au lieu de courir après sa nourriture, il l'attire directement dans sa bouche en créant des tourbillons dans l'eau. À la moindre alerte, le précieux attirail est escamoté. Cette larve de moustique est en plein démêlé avec une algue filamenteuse. Elle se décide finalement à l'avaler comme un spaghetti. Entre deux eaux, les daphnies dansent comme des ludions en battant des antennes. Ces crustacés miniatures sont très appréciés des poissons. Pendant la belle saison, on ne voit que des femelles. Elles sont capables de se reproduire sans être fécondées, d'où cette croissance démographique explosive. Chacune pond une vingtaine d'œufs qu'elle garde en incubation sous sa carapace transparente, dans la région du dos. L'hydre d'eau douce, l'ogre des daphnies. On pensait autrefois que cet animal étrange au corps filiforme, coiffé d'une couronne de tentacules, était une plante. Les tentacules qui entourent la bouche sont en fait de redoutables pièges. Leur surface est parsemée de minuscules glandes venimeuses. Quand une daphnie passe à sa portée, l'hydre essaie de l'attraper avec ses tentacules et l'immobilise ensuite
en lui diffusant lentement son venin. Ce bel escargot aquatique, la limnée, pond des œufs minuscules à la surface des feuilles immergées. Grâce à leur coque transparente, nous pouvons suivre en direct au microscope le développement des jeunes avant la naissance. À l'intérieur de chaque œuf, grossi ici 400 fois, on voit l'embryon tourner doucement sur lui-même. Très tôt, apparaissent les yeux, 2 petites billes noires à la base des cornes. À mesure que la jeune limnée grandit, sa coquille s'allonge en se torsadant. Après la naissance, la coquille encore extrêmement mince des petits escargots reste translucide, ce qui permet de contempler, comme à travers une vitrine, le cœur en train de battre. Une silhouette aux allures de monstre préhistorique, la larve de triton. Les touffes plumeuses qu'elle porte de chaque côté de la tête sont débranchies. En regardant au microscope leurs plus fines ramifications, on peut voir les globules rouges cheminer à l'intérieur des vaisseaux. À travers cet épiderme très fin, les globules captent l'oxygène dissous dans l'eau pour le distribuer ensuite dans le reste du corps. Au niveau de l'extrême pointe de la queue, la caravane des globules vidés de leur oxygène fait demi-tour pour remonter au ravitaillement. Descendons plus loin encore, vers l'infiniment petit. Dans une goutte d'eau prélevée dans notre bocal, une minuscule bulle d'air est restée prisonnière. Des foules de protozoaires, avides d'oxygène, se pressent aussitôt autour d'elle, des créatures très primitives, constituées d'une seule cellule. Descendantes directes des premiers organismes apparus sur notre planète, elles nous font faire un bond de plus d'1 milliard d'années vers le passé. Une feuille en décomposition, c'est un vrai banquet pour ces lilliputiens. Un corps mou et élastique est précieux pour se faufiler à table. Ou sortir des encombrements. Les milliers de cils vibratiles qui tapissent leur peau agissent comme autant de petites rames. Le véhicule fonctionne en marche avant comme en marche arrière. En quelques jours, ces troupes affamées réduisent une feuille en une fragile dentelle. Les nervures, trop indigestes, sont les seules parties épargnées. Oscillant comme des ballons d'enfants au bout de leur fil, voici d'autres protozoaires, les vorticelles. Elles vivent fixées à des débris végétaux par de longs pédoncules. À la moindre alerte, la tige se rétracte en un éclair. Comprimé comme un ressort, le pédoncule se redéploie lentement en déroulant ses spires. Vorticelle veut dire petit tourbillon en latin. Grâce à une couronne de cils vibratiles, elle déclenche des mini-cyclones, captant leur nourriture au passage. Regardez bien, nous allons donner un très léger choc sur le microscope. À cette échelle, c'est un vrai tremblement de terre.
Dans l'eau courante des ruisseaux, on a la chance parfois de découvrir cachées dans le sable de petites perles orangées. Ce sont des œufs de truite. Ils mesurent chacun un demi-centimètre de diamètre. Au sortir de l'œuf, la jeune truite, que l'on appelle alevin, porte sous le ventre, accrochée comme un ballon, une grande poche bourrée de réserves nutritives. À l'intérieur de l'œuf, on aperçoit des gouttelettes d'huile qui peu à peu sont captées par les vaisseaux sanguins pour nourrir l'alevin. À mesure que les réserves diminuent, l'alevin grandit et devient plus autonome. Il ne cesse d'avaler de l'eau pour irriguer ses branchies, de menus croissants rouges situés en arrière de la tête. Les petits alevins conservent leur poche pendant environ 1 mois. Quand elle disparaît, ils deviennent des truites qui désormais doivent réussir par elles-mêmes à trouver leur nourriture. Notre voyage au pays de l'invisible s'achève dans la mer, aux sources de la vie. Pour découvrir ces microscopiques trésors engloutis, nous avons emprunté le bateau de la station zoologique de Villefranche-sur-Mer, près de Nice. Sous la surface, au gré des courants, des myriades de créatures restent en suspension. Grâce à un filet à mailles très fines, on recueille cette poussière vivante que l'on nomme plancton. Quelques gouttes de la récolte déposées sous le microscope et, premier joyau, une ombrelle de verre. Cette méduse miniature ne dépasse pas 2 mm de diamètre. Son corps diaphane contient 99% d'eau. Rien de plus facile que de nager dans la mer lorsqu'on est soi-même presque une goutte d'eau. Cette méduse progresse plus rapidement en rétractant brusquement ses tentacules avec la régularité d'un métronome. 5 fois par seconde, très exactement. C'est si rapide que l'on ne voit qu'un clignotement. Grosse comme une tête d'épingle, cette larve de ver marin nage en actionnant toute une série de poils locomoteurs qu'elle porte sur les flancs comme une crinière. Une fois adultes, la plupart des vers marins abandonnent leur vie errante pour se fixer sur les rochers. Ils vivent cachés à l'intérieur de leur coquille en ne laissant pointer au dehors que le blanc panache de leurs branchies qui disparaît en un clin d'œil au moindre événement suspect. Qui pourrait imaginer que cette architecture futuriste est une larve d'oursin? Elle est encore au tout début de sa vie et devra subir plusieurs métamorphoses avant de ressembler à l'adulte. Les organismes les plus primitifs du plancton sont souvent de véritables sculptures vivantes, telles les acanthères, animaux composés d'une seule cellule. Les algues diatomées, qui ne mesurent qu'un dixième de millimètre, ont leur surface ornementée de fines ciselures, dessinant d'innombrables motifs ajourés. De ces formes géométriques vivantes à celles des cristaux, il n'y a qu'un pas. Ce carré parfait, c'est un cristal de sel. Dans une goutte d'eau de mer qui s'évapore, un cristal de sel augmente progressivement de taille, tout comme grandit un être vivant.
moins de différence qu'on ne pense entre la vie et la matière inanimée. Ces cristaux microscopiques en train de se former préfigurent le phénomène de la croissance chez les organismes vivants. Ils possèdent déjà en eux cette caractéristique essentielle de la vie. De cette matière, que l'on prétend inanimée, nous descendons tous.